comme le disait Aurélie, donc, on s'inscrit dans un festival les festivals éco-côtiers. Le magazine Respect, c'est quoi? C'est un magazine qui est un trimestriel, qui est vendu en bas dans la petite boutique ici, mais qui est aussi disponible par abonnement en ligne, que vous pouvez recevoir chez vous. C'est un magazine qui donne la parole à celles et ceux qui l'ont moins ou peu. Euh, J'allais faire la même blague que la conférence précédente, et c'est pas parce que j'ai écrit dedans que c'est super, bref, mais je vais pas la faire, même si je viens de la faire. Pardon, excusez-moi, c'est la troisième conférence, je suis un peu fatigué, mais très heureux de vous recevoir. Kevin Goldberg, directeur général de Solidarité Internationale, Mathieu Simonet, ex-avocat, écrivain. Vous militez pour la création d'un statut juridique pour les nuages et l'institution, la mise en place d'une journée internationale des nuages. On va parler ensemble parce qu'on va parler d'utopie ce soir, qui est un mot qu'on entend de plus en plus. Justement parce que le réel parfois fait un peu davantage peur, parce que on en a parlé pendant les deux conférences précédentes, le réel est peut-être anxiogène et on a besoin de rêver, on a besoin de mettre en application nos rêves, et vous êtes nombreuses à tenter de faire changer les mentalités et imaginer un monde loin de nos réalités. Mais avant de commencer, je vais vous demander à tous les deux votre définition de l'utopie, justement. Mathieu? Pour moi, l'utopie, c'est réaliser des rêves d'enfant avec des gestes d'adultes. Kevin? Ah, la belle tournure. Moi, je dirais que l'utopie, c'est fixer un cap de ce qu'on veut collectivement devenir. Est-ce que ça vous inspire? Oui, je le sens. Alors, justement, ces utopies-là, ces caps, ces rêves, vous, Mathieu, vous les mettez en application justement parce que vous avez un projet qui est assez farfelu, en tout cas qui peut paraître farfelu, mais qui est extrêmement bien construit. C'est donner un statut juridique aux nuages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, en pratique, aujourd'hui, on manipule de plus en plus les nuages depuis la fin des années 40. Donc très concrètement, on introduit de l'iodure d'argent dans les nuages pour les faire pleuvoir de manière artificielle. Et cela pose trois enjeux. Un enjeu géopolitique. Il y a des pays qui commencent à dire qu'on leur a volé leurs nuages. Et je trouve ça à la fois très poétique et très politique d'imaginer qu'il puisse y avoir se dire est-ce qu'on peut voler les nuages. Un enjeu sanitaire, puisqu'on se pose la question de quel est l'impact de l'iodure d'argent sur les sols et les humains, et un enjeu environnemental, quand on pense à la théorie de l'effet papillon. Manipuler les nuages, ça n'est pas neutre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation internationale. Donc chaque pays peut faire ce qu'il veut sur les nuages qui survolent son territoire, à une exception, c'est que les Américains avaient avaient donc manipulé les nuages pendant la guerre du Vietnam. Et à la suite de ça, il y a eu une convention en 1976. Et dorénavant, on n'a plus le droit de faire pleuvoir les nuages pour en faire une arme de guerre. Mais si c'est pour autre chose qu'une arme de guerre, on peut faire ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que cette convention, elle a été signée par énormément de pays, quasiment tous les pays européens, mais pas la France. Donc un de mes enjeux, ce serait que la France s'engage à ne jamais utiliser les nuages pour en faire une arme de guerre. Et comment on fait justement? Parce que vous avez organisé un événement à Alors, Clermont-Ferrand justement ouais. aussi pour alerter les médias, les pouvoirs publics sur ces questions-là qui, en fait, moi je vous avoue, avant de préparer cette table ronde, j'ignorais totalement ces sujets et ces enjeux. Et peut-être que vous pouvez nous dire pourquoi. Je sais pas, Kevin, est-ce que tu connaissais, est-ce que tu avais entendu parler de ces enjeux-là? Alors, j'avais déjà entendu parler du fait qu'effectivement, les nuages pouvaient être utilisés et qu'il y avait une science de l'usage des nuages. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que c'était entièrement dérégulé, qu'il n'y avait pas la moindre législation qui encadrait tout cela. Effectivement, moi, ce que j'aime faire, c'est des actions poético-politiques. Et, au niveau poétique, je trouve qu'un enjeu qui est très important, qui a été évoqué dans la table ronde tout à l'heure, c'est la question du fait de se sentir légitime à écrire. Il y a énormément de gens qui ne se sentent pas légitimes à écrire. Et depuis 20 ans, je mets en place des dispositifs pour pousser plein de gens à écrire. Et donc très concrètement, là, j'ai proposé la création d'une journée internationale des nuages le 29 mars. Et à cette occasion, j'ai proposé l'année dernière à 600 enfants de s'allonger sur l'herbe, d'observer les nuages et d'écrire ce qu'ils voyaient sur des bristoles. Et j'ai considéré que tous ces bristoles, c'était un remake de pétition qui nous autorisait à écrire à l'ONU pour demander une réglementation internationale et qui nous autorisait à contacter l'UNESCO. Et on a été reçus avec une délégation pour demander l'entrée des nuages dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'ai recommencé cette année avec à peu près 1500 jeunes, notamment à Clermont-Ferrand et dans plusieurs pays,
Et donc l'idée, c'est chaque année, le 29 mars, de faire cette action très simple, de demander à tout le monde, enfants, adultes, de s'allonger sur l'herbe, de regarder les nuages, d'écrire ce qu'on voit, c'est-à-dire souvent ce sont des pareidolie, et de se dire que grâce à cette action poétique, on alerte les politiques sur la déréglementation, l'absence de réglementation autour des nuages, qui est un enjeu très important, puisque très concrètement, la Chine a par exemple investi 1 milliard de dollars sur la recherche autour de la manipulation des nuages. Donc s'il n'y a pas de réglementation internationale, il y a un risque que les pays les plus riches soient les maîtres des nuages dans 30 ans ou dans 40 ans. Et tout ça peut avoir un effet, un impact bien réel sur les populations. Vous, Kevin Goldberg, vous connaissez bien ça puisque vous êtes directeur général de Solidarité Internationale. C'est une ONG qui est présente dans 24 pays, il y a plus de 2500 salariés. Ce sont autant des situations d'urgence que vous gérez que des situations sur le long cours. Donc peut-être qu'un jour, justement, la question des nuages, de l'accès à l'eau et de tout ce que ça génère, en tout cas comme question, vous serez peut-être amené à le traiter. Vas-y. Alors effectivement, on n'a jamais eu en interne de débat sur la question de la place des nuages et leur impact sur les crises humanitaires. Et donc je trouve que rien que le fait que le sujet soit désormais posé me semble être une très bonne idée. Et un des travaux qu'on a en permanence, c'est de prévoir les futures crises pour mieux y réagir. Et donc là, peut-être qu'est en train de se dessiner en effet ce qui demain sera une nouvelle crise. Ce qu'on sait déjà, c'est que les nuages, et en tout cas leur action principale qui est souvent la pluie, aujourd'hui ils sont de moins en moins constants, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des phénomènes de sécheresse qui durent plusieurs années. Alors je ne sais pas si vous êtes dans le suivi régulier de l'actualité internationale, mais du côté de la Somalie par exemple, on a connu 4 saisons sans pluie, alors que d'habitude c'est 1-2 années sans pluie. On est dans évidemment des pays qui ont l'habitude de saisons sèches qui s'allongent, mais le changement climatique ou les dérèglements climatiques suppose que désormais ces sécheresses se font avec une durée de plus en plus longue. Tout ça a un impact sur la faim, puisque concrètement ce sont des gens qui sont en situation de famine à cause de cette absence de pluie. Et puis à un moment, les nuages se retransforment en pluie malgré tout, puisque le cycle de l'eau suppose qu'à un moment ou l'autre, cette eau elle finit par tomber. Mais au lieu de tomber sur une durée relativement longue avec des pluies qui sont maîtrisables, on se retrouve avec des phénomènes d'inondation majeures. Et donc, par exemple, on peut avoir, après cette période de sécheresse majeure, une inondation au Soudan du Sud qui va concrètement détruire tous les biens de personnes qui en avaient peu, remettre des camps de réfugiés dans lesquels les gens ont trouvé quelques abris dans des situations où ils ne peuvent plus y vivre et sont obligés de se redéplacer. Et tout ça vient évidemment s'accumuler suite à des crises qui elles-mêmes sont liées à des conflits et des violences. Et tout ça s'entraîne dans une logique malheureusement de cercle vicieux dans lequel ces gens-là ne trouvent plus de logique d'avenir et donc sont très très loin malheureusement d'avoir une utopie possible. Et nous, ce qu'on essaie de leur apporter en tant qu'acteurs humanitaires, c'est finalement essayer de leur permettre de retrouver une forme de perspective d'avenir, de pouvoir se dire qu'est-ce que je veux de ma vie, comment est-ce que je fais pour demain avoir de nouveau des choix plutôt que de subir des événements que je n'ai pas souhaités et qui s'imposent à moi et qui m'empêchent de vivre selon la dignité et la liberté que je souhaiterais avoir. Mais est-ce que demain on pourrait avoir une guerre des nuages, des pays qui se battent justement pour s'approprier des nuages, donc ces ressources en eau justement, tout ce que... Est-ce qu'on pourra avoir ça demain, par exemple ? En tout cas, très concrètement, en 2018, il y a un général iranien qui a accusé Israël de voler des nuages. Donc moi, je pense que le risque numéro 1, ça pourrait être un risque de communication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'on peut manipuler les nuages, ça pourrait générer des tensions entre pays. Après, la question de savoir est-ce que réellement on peut voler des nuages, tous les scientifiques que j'ai interrogés ne sont pas tous d'accord. Beaucoup me disent que c'est aujourd'hui pas vraiment possible, d'autres ont l'air de dire que ça pourrait être possible. Mais on peut penser que dans 30 ans, 40 ans, ça deviendra peut-être possible. Et généralement, le droit, parce que moi j'étais avocat pendant 23 ans, j'ai quitté le barreau il y a 2 ans, parce que j'en avais marre d'être contre des gens. Quand on est avocat, on est pour des gens et contre des gens, et je voulais utiliser le droit autrement. Et généralement, les lois sont faites quand il y a un problème, et sont faites un petit peu après coup. Et là, je trouve qu'on a une opportunité, alors qu'il n'y a pas encore vraiment de guerre des nuages. En fait, le problème n'est pas encore réellement posé, et on a une opportunité d'être en avance,
sur cette réglementation. Donc ça, c'est, je pense, un point qui est important. Puis le deuxième point qui est important, c'est que aujourd'hui, je me rends compte qu'on a beaucoup de mal à s'écouter il y a des gens, par exemple, qui vont dire c'est bien de manipuler les nuages parce que ça permet de lutter contre la sécheresse. D'autres qui vont dire c'est catastrophique de jouer avec cette boîte de Pandore. Et je trouve qu'autour des nuages, on a la possibilité de peut-être s'écouter pour de vrai. Et donc l'enjeu aussi de la Journée internationale des nuages, c'est de créer des débats doux sur des sujets très réels, sur l'impact de l'iodure d'argent, sur la question de la théorie de l'effet papillon. Quand on s'intéresse à la question de la théorie de l'effet papillon, on se rend compte que c'est très complexe. Il y a des scientifiques qui disent que ça existe, d'autres qui disent que ça n'existe pas. Enfin, personne n'est vraiment d'accord là-dessus. On parle d'utopie, on parle de comment faire advenir le changement, comment transformer les rêves en réalité. Et je trouve intéressant d'avoir que tu sois là, Kevin, Mathieu aussi, hein, c'est pas du tout, mais Kevin, que tu sois là justement parce que je trouve que la place d'une ONG, d'une association, est toujours à questionner. Est-ce qu'elle n'est pas, son existence en fait n'est pas un désaveu face à des systèmes qui sont dysfonctionnels? Est-ce que c'est pas une utopie d'espérer qu'un jour Solidarité Internationale disparaisse ou que les Restos du Cœur disparaissent? Moi, je fais juste une parenthèse, je vous laisse parler, promis. J'étais assez scandalisé quand on a fêté, je crois, le 30e anniversaire des Restos du Cœur, il n'y a pas très longtemps, en grande pompe, avec beaucoup de politique, etc. Et que tout le monde félicite des bénévoles, une association qui fonctionne, qui est en bonne santé, qui a une très belle image. Mais personne n'a dit quelque chose qui, moi, me paraissait essentiel, c'est que c'est un scandale qu'aujourd'hui, encore en France, les Restos du Cœur existent. On n'est pas capable de nourrir tout le monde aujourd'hui. Et donc, de cette réflexion-là, justement, je me suis demandé si c'était pas une utopie d'espérer justement que les ONG disparaissent un jour. Alors en partie oui, et d'ailleurs quand je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur le monde des utopies, je me suis dit la première chose que je pourrais dire c'est que ce serait effectivement une utopie que je n'ai plus de travail, mais au même titre que mes 2500 et quelques collègues. Cependant, ça voudrait aussi dire que les guerres ont disparu, parce que notre première raison d'agir, c'est de venir en aide avant tout aux personnes qui aujourd'hui souffrent des conflits, d'oppression, aussi de catastrophes naturelles, mais avant tout de conflits, et parfois d'effondrements économiques, donc de raisons politiques qui amènent à ce que du jour au lendemain, on ne puisse plus du tout être en capacité de subvenir à ses besoins vitaux. Et un monde dans lequel ces besoins-là n'existeraient plus, évidemment, c'est en soi une utopie. C'est quand même une utopie qui est inscrite dans la loi, puisqu'on parlait de droit. L'humanitaire, c'est fondé sur un droit international humanitaire, dans lequel il y a cette notion d'humanité, de principe humanitaire, qui suppose que, quel que soit l'endroit où on se trouve, si jamais on est amené à souffrir, il faut qu'il puisse y avoir une aide qui vous soit apportée. Souffrir au sens, évidemment, avoir sa vie en danger. Mais globalement, c'est quand même un principe qui est assez utopiste, au départ. Et concrètement, c'est ce qui nous motive aujourd'hui à aller dans des endroits qui sont extrêmement complexes, assez souvent dangereux, et dans lesquels on va parce qu'on croit à ce principe, malgré le fait qu'il est assez utopique. Quand j'ai vu que c'était les éco-côtiers, c'est ça, éco-côtiers, qui était le nom du festival dans lequel vous organisez cette manifestation, j'ai pensé à des cocotiers que j'ai vus il n'y a pas longtemps. Moi, j'étais au Mozambique au mois de février pour aller rendre visite à nos équipes qui, là-bas, agissent en faveur des populations qui subissent un conflit. C'est un conflit qui a fait plus d'1 million de déplacés. On n'en parle pas beaucoup parce que le Mozambique, c'est un pays qui est loin de la France et avec lequel les liens sont relativement ténus. Pour autant, c'est un conflit dans lequel il y a donc 1 million de déplacés, des personnes qui n'arrivent plus à subvenir leurs besoins vitaux, donc manger, boire, se déplacer pour trouver un travail, etc. C'est un pays qui est très particulier parce que, d'une part, j'ai pensé aux cocotiers parce qu'effectivement, on y trouve des plages de sable fin, et d'autre part, on y trouve des groupes djihadistes qui mettent à feu et à sang des villes dans lesquelles ils cherchent à terroriser la population, ce qui amène ces millions de déplacés et donc ces besoins d'aide humanitaire. Et pour avoir longtemps discuté là-bas avec les autorités mozambicaines, qui sont des gens avec qui on peut relativement discuter, c'est pas partout pareil, eh bien, leur premier réflexe, c'est de dire on attend que vous partiez rapidement. Vous, ONG, le jour où vous pouviez prendre la porte, on serait très heureux. Et je comprends ça.
Et je comprends que ce pays ait un seul souhait, c'est qu'il n'y ait plus besoin d'acteurs humanitaires comme Solidarité Internationale et bien d'autres, qui aient plus besoin de nous pour aider leur population. Donc effectivement, notre utopie, c'est de disparaître. Mais c'est bien de le dire en tout cas, parce que je trouve qu'il y a une forme de pudeur parfois, et je comprends aussi, une ONG, elle est utile parce qu'elle est sur le terrain, elle est dans le concret, elle est dans l'action, elle est dans le résultat, elle est dans la mesure de l'impact, etc. Mais c'est vrai que la disparition des ONG, ça voudrait dire qu'on vit dans un système aussi qui est fonctionnel, ce qui, par dans beaucoup d'aspects, ne l'est pas tout à fait. Moi, j'ai une question pour vous deux. Du coup, vous avez deux manières de faire advenir des utopies de manière différente. Mais quels conseils vous auriez à donner? Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous retenez, vous aussi, j'allais dire, de vos expériences utopiales? Ça n'a absolument aucun sens de dire ça, mais de votre travail justement avec si proche justement de l'utopie. Mathieu? Un point qui me semble important et qui a été évoqué dans la table ronde précédente, c'est la question des rites. Je pense que dans les utopies, on a besoin de rites, on a besoin de sens. Et par exemple, quelque chose que j'ai mis en place pour les nuages et que j'ai mis en place dans d'autres projets, c'est quelque chose de très simple, c'est de dire à des enfants ou à des collégiens de se projeter dans 10 ans. Et par exemple, j'explique aux enfants et que je leur donne vraiment rendez-vous dans 10 ans avec un rendez-vous tous les ans pour leur dire où est-ce qu'on se situe par rapport aux nuages. Et très concrètement, quand on a 10 ans et qu'on explique de se projeter dans 10 ans, ça veut dire se projeter à l'âge de 20 ans, quand on pourra voter. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très très simple. Voilà. Et la deuxième chose, et il y a un lien, enfin, il se trouve que je travaille sur les nuages et je travaille beaucoup aussi à l'hôpital, sur l'enjeu de l'écriture à l'hôpital. Et je suis en contact avec quelqu'un qui travaille en Libye et qui expliquait à quel point c'est important pour les humanitaires de pouvoir utiliser l'écriture de manière collective, notamment pour parler de toutes les injonctions contradictoires, pour pouvoir parler que c'est l'idée de se dire qu'il faut être présent et l'utopie, ça serait de ne plus être présent. Et donc je crois que la puissance de l'écriture, de se raconter, de faire en sorte que tout le monde se sente légitime à écrire et à utiliser l'écriture du réel, c'est quelque chose de très très puissant, de très simple et en lien avec l'utopie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas légitimes à écrire. Et moi je dis toujours que l'écriture c'est comme la danse. Ce qui est intéressant, c'est d'être tous sur une piste de danse, et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde puisse danser. Et voilà. Donc, se projeter dans 10 ans et écrire. Alors moi, je dirais qu'une partie aussi de notre travail, et de ce que je vois comme étant mon travail, c'est quand même de dire qu'une partie de ce qu'on va appeler utopie n'en est pas une. Et que, si je prends par exemple la question de la lutte contre la faim, qui est un poncif de l'action humanitaire, hein, concrètement, on est tous amenés aujourd'hui à se dire je vais essayer d'aider dans tel et tel pays les personnes à ne plus être en situation de famine, je vais faire un don d'ailleurs, il y a beaucoup de campagnes autour de la lutte contre la faim, bref. Et c'est tout à fait nécessaire, et on applique dans plein de pays des stratégies et des programmes de lutte contre la faim, mais en soi on parle de quoi? On parle d'un monde dans lequel, si on regarde la production alimentaire, on produit pour 10 milliards d'êtres humains. Bonne nouvelle, on est 8 milliards. Et malgré tout ça, on a quand même un peu plus d'1,5 milliard de personnes qui se sentent en insécurité alimentaire et plusieurs dizaines de millions qui sont en véritable situation de famine. Donc, est-ce qu'on appelle ça utopie, le fait de mettre fin à la faim? Je ne crois pas. Si je prends l'exemple de l'accès à l'eau, on a 2 milliards de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable chez eux. Une personne sur 4. Une personne sur 3 qui n'a pas de quoi se laver les mains et donc respecter les bases d'une hygiène qui lui permettrait d'avoir une vie en bonne santé. Installer l'eau auprès de la population dans des pays dans lesquels, par ailleurs, le coût de la main-d'œuvre est relativement modéré et le coût des infrastructures aujourd'hui est relativement bas, c'est possible. Il suffit de multiplier par 4 le rythme des investissements qui sont faits sur les questions de l'eau. Donc ce n'est pas une utopie. Je pourrais multiplier les exemples sur l'adaptation au changement climatique, sur l'accès de tous, c'est aussi un droit d'ailleurs, à une vie qui permet d'avoir un niveau de vie suffisant, donc une capacité économique pour subvenir à ses besoins. Bref, tout ça, en fait, on peut les appeler utopies, mais on peut aussi se dire qu'en fait, c'est avant tout la mise en place d'une logique commune, mondiale, qui nous suppose de changer un certain nombre de dogmes sur lesquels il faut qu'on agisse, qu'on
qu'on répète inlassablement au point de les faire passer pour des utopies alors qu'elles n'en sont pas. Et je terminerai là-dessus. Il y a un truc qui s'appelle les objectifs de développement durable. On est très nombreux à en avoir parlé. C'est une des rares fois où les Nations Unies ont réussi à imposer un concept qui a vraiment, je crois, réussi à pénétrer plein de sphères différentes et à faire parler de lui. Donc les ODD, il y en a un qui est le premier, lutte contre l'extrême pauvreté. Lutte contre l'extrême pauvreté, c'est quand vous gagnez moins de 1,9 $ par jour, tel que c'est défini par les Nations Unies. Et ben, entre 1990 et 2015, on est passé de 36% à 10% de personnes qui étaient en situation d'extrême pauvreté. C'est énorme comme progrès. Manque de bol, depuis on a eu le Covid, les dérèglements climatiques qui se multiplient, la guerre en Ukraine et son inflation sur les biens alimentaires. Donc en fait on est en train de repartir en flèche, en sens inverse, et en train de reculer. À un moment où on sait que l'objectif de développement durable à 2030 visant à éradiquer l'extrême pauvreté ne va pas être atteint. Est-ce que éradiquer la pauvreté c'est une utopie ? Ben non. Concrètement, éradiquer l'extrême pauvreté, c'était un objectif assigné pour 2030, mais il suppose de faire un certain nombre de changements majeurs à plein de niveaux différents, et c'est évidemment un travail global auquel il faut qu'on s'attelle et auquel il faut qu'on arrive à faire bouger un certain nombre de dogmes, encore une fois, qui nous empêchent d'atteindre ce qui n'est pas une utopie, mais pour moi, une réalisation qu'on doit vouloir atteindre collectivement. Mais tu le dis très justement, parfois on met derrière le mot utopie quelque chose que l'on n'a pas envie de faire ou qu'on ne veut pas regarder en face aussi, en expliquant que c'est de l'ordre du rêve, de l'impossible en tout cas, et qu'il y a tant d'autres choses à faire. Et vous justement, tous les deux, vous prenez pas ce pari-là. C'est un moteur justement dans vos projets, dans vos fonctions, de vous dire qu'en fait le but c'est que ces choses-là ne soient plus une utopie. C'est un moteur ? En tout cas, un moteur pour moi, c'est le fait de se dire, enfin, qu'à la fois il faut faire rêver. Je pense qu'on peut pas faire rêver, on peut pas mener des projets si à un moment donné on n'a pas une utopie, c'est-à-dire si on ne peut pas faire rêver, si on n'a pas du sens. C'est pour ça que l'art est extrêmement important. Et après, il faut être très concret, il faut des résultats, il faut être pragmatique. Et voilà, donc il faut réussir à être sur les deux. Et dans l'histoire des nuages, ce que je me suis intéressé à l'aspect historique, il y a eu une histoire la première fois qu'il y a eu une vraie manifestation pour protéger les nuages, c'était des femmes au Québec qui s'étaient dit, c'était en 65, donc c'était avant qu'on parle d'écoféminisme, et elles s'étaient dit, on ne peut pas faire confiance aux hommes, il faut qu'on se réunisse entre femmes, parce que ce n'est pas possible qu'on continue de manipuler les nuages. Et en 6 semaines, elles ont réussi à mobiliser 60 000 femmes, c'était l'opération Parapluie qu'elles avaient appelée, et elles ont réussi à faire des choses incroyables, notamment elles sont allées au ministère des Ressources naturelles qui s'occupait notamment de l'ensemencement des nuages. Elles ont demandé à avoir accès aux documents, on leur a interdit l'accès, et elles sont revenues, et elles sont cachées dans les toilettes. Et dans la nuit, elles ont réussi à retrouver tous les documents, à les publier dans la presse. Et au bout de 6 semaines, le Parlement québécois a annoncé qu'il interdisait l'ensemencement des nuages. Et je pense que l'utopie, c'est aussi d'avoir ce petit grain de folie qui fait qu'on n'a pas conscience de tout ce que ça implique. Et c'est pour ça que c'est important, la vie, la société civile est extrêmement importante parce qu'il faut, dans la société civile, il y a peut-être plus de marge de liberté que dans la société politique, même si la société politique est importante aussi. Et donc voilà, et peut-être que les restos du cœur, c'est triste que ça existe toujours, mais peut-être que si c'était repris par l'État, ça marcherait peut-être moins bien. Je crois qu'il y a quelque chose aussi qui doit rester du côté civil. Un moteur d'utopie, moi je pense que un des éléments moteurs, c'est cette idée que ce qui nous compose, nous, société, ne s'arrête pas qu'aux frontières de ce qu'on connaît, le pays dans lequel on vit, la société qu'on connaît, là où on a grandi, la langue que l'on parle, la culture que l'on connaît. Et que justement, moi, ce qui représente pour moi un moteur, au même type, je pense, que beaucoup de gens qui sont dans le secteur humanitaire, c'est cette notion d'une seule humanité, et donc la capacité à comprendre que quand bien même on a une culture diamétralement différente de celle des gens des pays dans lesquels on intervient, on est en capacité de comprendre une partie des besoins auxquels ils sont confrontés parce qu'on a une forme d'universalité de ces besoins. Alors évidemment les besoins vitaux pour survivre au quotidien, mais aussi cette envie de se réaliser.
Alors, la façon de se réaliser, elle est extrêmement différente si vous êtes au Myanmar, en Afghanistan, en Colombie ou au Mali, pour prendre l'exemple de quelques pays dans lesquels on intervient. Mais au final, le sujet, c'est d'arriver à comprendre que les barrières qui imposent aux personnes de ne pas se réaliser sont des barrières qu'on peut essayer de lever un petit peu, de façon à ce que demain, ce soit des histoires individuelles et collectives qui puissent s'écrire autrement que le destin qui leur était attribué. Et tout ce que vous venez de dire se lie avec les conférences qu'on a fait précédemment. C'est comment créer du commun, comment utiliser justement ce grain de folie, ces utopies, cette volonté véritable de changer les choses et de changer le monde. C'est peut-être parfois un bien grand mot, mais en tout cas avec nos outils, de tenter de le faire. Mathieu, vous, justement, vous parlez de la place de l'écriture dans votre travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir placer aussi une pratique artistique dans la mise en place concrète aussi d'un projet de société. Alors moi, le point de départ, c'est que la personne qui m'a appris à écrire, enfin, c'est mon père, qui, lorsque j'avais 5 ans, m'a dit que j'étais un écrivain, et j'étais pas un enfant précoce, je savais pas lire, pas écrire à l'âge de 5 ans. Mais parce qu'il m'a dit que j'étais écrivain, je me suis toujours senti légitime à écrire, et c'est pour ça que j'ai envie d'offrir aux autres ce que mon père m'a offert, c'est-à-dire ce sentiment de légitimité. Et l'autre élément, c'est que si mon père m'a dit que j'étais écrivain, c'est parce qu'il est schizophrène et donc il a un rapport à la norme qui est différente des autres. Et je me suis rendu compte que l'écriture, ça permet de créer du lien là où il n'y en a pas. Et donc, de manière militante et de manière intime, depuis 20 ans, je suis persuadé que l'écriture crée du lien à partir du moment où on se sent légitime à écrire. Donc très concrètement, j'ai par exemple pendant tout un été demandé à des détenus d'écrire les rêves qu'ils font pendant la nuit pour les lire à l'extérieur, parce que face à l'écriture des rêves, on est tous à égalité. Ce qui est difficile, c'est s'en souvenir. On n'a pas le luxe de penser à la grammaire ou à autre chose. Et symboliquement, je trouvais ça fort de dire aux détenus que j'allais trouver des moyens pour que leurs rêves soient lus à l'extérieur. Ce qui est compliqué, parce que juridiquement, on n'a pas le droit normalement. Donc il y a plein de rêves qui ont été lus au Centre Pompidou, par exemple. Enfin, et à mon avis, c'est toujours à des moments où on ne s'y attend pas qu'il se passe des choses. Donc par exemple, là en ce moment, j'ai tout un projet sur l'impact de l'écriture sur la douleur avec l'hôpital Cochin, où on essaye d'évaluer ça. Et un autre exemple, c'est qu'il y a quelques années, j'avais travaillé à Clichy-sous-Bois et j'avais proposé à 300 habitants d'écrire une carte postale avec une histoire personnelle qui était envoyée à des inconnus à l'autre bout du monde qui répondaient. Et il y a un jeune que j'ai rencontré qui m'a demandé « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et j'ai dit bah, « Parce que je suis écrivain. » Et il m'a dit « Mais t'es pas écrivain, t'as pas de livre sous le bras. » Et j'avais l'impression d'être comme un boulanger qui n'avait pas la preuve. Et donc je lui ai dit bah, « Écoute, promis, demain, je t'amène un livre que j'ai écrit. » Et il me dit « Écoute, je sais pas si je serai là, mais je m'appelle Alexandre, dis que c'est un livre pour moi. » Donc le lendemain, j'arrive avec un de mes livres. Je demande si Alexandre est là. Il n'était pas là. Et tout le monde me dit mais c'est vous l'écrivain. Et ils ont tous pris mon livre comme si c'était un objet précieux. Et le lendemain, j'ai reçu un message d'Alexandre me disant j'ai 27 ans, j'ai jamais lu un livre de ma vie. Et pour moi, je vais devenir adulte en lisant un livre. Et en fait, ce que je trouve émouvant dans l'écriture et dans ces projets d'écriture, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment on va toucher on va toucher juste. Et donc, c'est cette histoire de grain de folie qui vient de mon père et auquel je crois il faut faire confiance, il faut mélanger les choses et on ne sait jamais à quel moment l'utopie se concrétise. Kevin, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que tu écris? Pas assez. Non. Pas assez, ou en tout cas pas assez dans le domaine de la fiction et de l'inventivité. Mais j'aime beaucoup lire, par contre. Et toi justement, donc on parlait de l'écriture. Toi, tes outils, c'est Solidarité Internationale. Ce sont les outils que vous développez, des outils technologiques. Vous faites de la recherche aussi pour pouvoir mesurer de l'impact, être plus efficace. Est-ce qu'il y a des outils que vous développez justement pour transformer ces utopies en quelque chose de beaucoup plus concret? Alors, il y a quelque chose qui est terrible, c'est que le monde des ONG ou des associations de taille assez significative, assez professionnalisée, c'est beaucoup éloigné du monde de la poésie, de l'art, de la culture, et qu'il y a un gouffre béant entre le monde de la culture et le monde
des associations qui ont des actions sociales, je trouve, même si parfois certaines essaient de franchir ce gouffre. Nous, effectivement, nos outils, c'est avant tout de la mise en œuvre de projets. On a une organisation qui est très tournée vers le terrain et les opérations. On a une grande masse d'outils qui sont des outils de type outils digitaux qui permettent de faire le suivi de nos activités, de s'assurer qu'on a dépensé ce qu'on devait dépenser, embaucher la personne qu'on devait embaucher. On est très surveillé aussi, et c'est normal. On reçoit beaucoup de fonds publics. Ces fonds publics, ils dépendent des budgets publics, donc il est normal qu'on rende des comptes sur ces budgets, ce qui suppose là aussi encore tout un ensemble d'outils divers et variés et d'écriture de rapports narratifs et financiers qui n'ont pour le coup rien de littéraire. Pour autant, je crois qu'à chaque fois se glisse un petit bout de rêve ou d'utopie, de quelque chose, puisque à chaque fois qu'on crée un nouveau rapport ou un nouveau projet, on raconte ce que va être le futur. Et on va dire, voilà, dans tel pays, on a tel problème, et on va amener une solution pour X nombre de gens. Et il y a toute une partie fiction dans tout ça, parce qu'en fait, quand on fait de l'humanitaire, on n'a absolument aucune idée de ce qui va se passer le mois prochain. Je donne un exemple, en Afghanistan, au mois de décembre, le 24 décembre précisément, je me rappelle assez bien parce que j'étais comme nombre d'entre vous, je pense, en famille en train de dîner, on a eu une interdiction soudaine de faire travailler des femmes au sein de notre organisation. Interdiction qui n'a évidemment absolument aucun sens, interdiction dangereuse pour les femmes afghanes. L'Afghanistan, c'est aujourd'hui le pays où il y a le plus de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire. On parle de 24 millions de personnes dans le besoin. Évidemment, la moitié de ces personnes, ou un peu plus, sont des femmes. Et donc, le fait de ne pas avoir de femmes dans nos équipes, dans un pays extrêmement traditionnaliste, ça met en danger notre capacité à aider ces femmes et les familles qu'elles supportent très souvent. Et donc, concrètement, ça, on ne l'avait pas prévu dans nos rapports, nos outils, nos éléments qu'on avait écrits, etc. Donc, en fait, on jongle entre une forme de littérature bureaucratique et la réalité d'un quotidien extrêmement mouvant dans lequel la capacité à faire face à l'urgence et à être réactif est le cœur de ce pourquoi on nous appelle et ce pourquoi on agit. Et c'est assez paradoxal. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent réagir avec tous les sujets qu'on a abordés? Oh, vous êtes fatigué. C'est de l'iodure d'argent, et donc ça permet d'accélérer le processus de pluie. C'est utilisé aussi pour lutter contre la grêle. En France, c'est essentiellement utilisé pour lutter contre la grêle, puisque plus il y a de noyaux d'iodure d'argent, plus les grêlons vont être petits, et donc moins la grêle va être destructrice. Ces produits peuvent être utilisés pour essayer d'avoir de la pluie, pour lutter contre la grêle, pour essayer d'avoir un beau ciel bleu pendant les Jeux Olympiques, ou pour en faire des armes de guerre pendant la guerre du Vietnam. Il peut y avoir beaucoup d'usages possibles. Ça va être utilisé pour les JO, donc Ça a déjà été utilisé pour les JO. Ouais. Ok, Paris 2024, watch out. On vous surveille. Je pense pas que ça sera utilisé en 2024, mais ça a déjà été utilisé pour des JO. On sera vigilant en tout cas. Merci beaucoup à vous deux. Merci infiniment à la Cité de l'économie de nous avoir reçus. Merci à vous, toutes et tous, d'avoir suivi ces 3 conférences et ces 3 enjeux qui sont majeurs, qui sont traités dans les derniers numéros de Respect Magazine. C'est pas pour rien qu'on les traite ce soir. Et j'étais heureux de partager ce moment avec vous deux. Et je vous invite à profiter du reste du festival. Je crois que c'est... Je sais pas jusqu'à quelle heure c'est. Jusqu'à 23h, donc super. Et le bar est ouvert, c'est magnifique. On est extrêmement bien reçus. Merci beaucoup à vous. Merci Kevin, merci Mathieu. Merci. Merci.